Bienvenue dans une nouvelle édition de Les Histoires d'horreur de Monsieur Mystique. Ce soir, nous vous présentons cet récit terrifiant et véridique, inspiré de la campagne, qui vous feront repenser à jamais votre désir de solitude dans des lieux isolés. Ces histoires ne sont pas des fictions, mais des témoignages authentiques de personnes ayant vécu l'impensable dans des endroits où l'aide est à des kilomètres et où l'obscurité cache bien plus que la simple faune. Chaque récit que vous allez entendre a été compilé à partir de déclarations directes de témoins, corroborées par ceux qui ont survécu à ces événements, et recoupées avec des archives disponibles pour en garantir la légitimité. La campagne promet souvent paix et échappatoire au chaos de la vie moderne, mais elle abrite aussi des terreurs que la civilisation a appris à éviter. Si vous cherchez des récits d'horreur ancrés dans la réalité, qui défieront votre sentiment de sécurité, abonnez-vous à Les Histoires d'horreur de Monsieur Mystique et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos enquêtes sur des rencontres vérifiées avec l'inexplicable. Partagez vos propres expériences en campagne dans les commentaires ci-dessous, car nous savons que beaucoup d'entre vous ont des histoires qui méritent d'être entendues. Maintenant, installez-vous, éteignez les lumières et préparez-vous à plonger dans les horreurs isolées qui attendent dans la campagne. J'ai reçu l'appel de l'avocat de mon oncle un mardi après-midi, à la fin du mois de septembre. La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, mais portait ce ton particulier que les avocats utilisent pour annoncer des nouvelles qui vont changer votre vie. Mon oncle Raymond était décédé 3 semaines plus tôt, et j'étais apparemment le seul héritier de son domaine. Cela m'a semblé étrange pour plusieurs raisons, la plus significative étant que je n'avais pas vu l'oncle Raymond depuis plus de 15 ans, pas depuis l'enterrement de mon père, quand j'avais 19 ans. L'avocat, un homme nommé Garrett, m'a expliqué que le domaine se composait principalement d'une propriété dans le Montana rural, environ 80 hectares de terre pour l'élevage de bétail, avec une maison principale, plusieurs dépendances et ce qu'il a décrit comme diverses structures agricoles. Il a insisté sur le fait que je devais me rendre sur la propriété dans les 30 jours pour en prendre possession formelle et signer les documents nécessaires, sinon l'État commencerait des procédures pour la récupérer. La manière dont il l'a dit m'a rendu méfiant, comme s'il me mettait en garde contre quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer explicitement au téléphone. Je m'appelle Logan. Je travaille comme analyste de données à Seattle, et ma vie est rythmée par des tableaux Excel et des réunions avec des clients. L'idée d'hériter d'un ranch de bétail me semblait absurde, comme si on m'avait remis le titre de propriété d'un vaisseau spatial. Pourtant, 80 hectares de terre dans le Montana avaient une valeur, même si je prévoyais de les vendre immédiatement. J'ai pris une semaine de congé et j'ai conduit pendant 14 heures jusqu'à l'adresse que Garrett m'avait donnée, regardant le paysage se transformer de l'étalement urbain aux autoroutes sans fin, pour finalement aboutir à ce genre de campagne reculée où les signaux de téléphone portable cessent d'exister. La propriété se trouvait au bout d'une route de gravier qui semblait s'étendre à l'infini, serpentant à travers des forêts de pins et traversant des lits de ruisseaux asséchés. Quand la maison principale est enfin apparue, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de malaise. C'était une grande structure de 2 étages, la peinture blanche s'écaillant sous l'effet du climat montagnard, entourée de poteaux de clôture usés et de champs envahis par la végétation. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'était à quel point tout semblait bien entretenu, malgré le fait que mon oncle soit mort depuis des semaines. L'herbe était coupée. L'allée était dégagée des débris. Quelqu'un avait pris soin de cet endroit récemment. J'ai garé ma voiture et me suis approché de la maison avec les clés que Garrett m'avait envoyées. La porte d'entrée s'est ouverte avec un grincement qui a résonné à travers les terres vides. Et je suis entré dans une maison qui sentait la fumée de bois et quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier, quelque chose d'organique et de désagréable. L'intérieur était spartiate mais fonctionnel. Mon oncle avait vécu simplement. Un canapé usé faisait face à une télévision qui semblait avoir 20 ans. La cuisine était propre mais dépassée. Tout suggérait un homme qui vivait seul et qui ne demandait pas grand-chose au monde. C'est dans le bureau que j'ai trouvé le premier indice que quelque chose n'allait pas. Le bureau de mon oncle était couvert de documents, tous soigneusement organisés dans des dossiers étiquetés avec des dates remontant à 5 ans. Je me suis assis et j'ai commencé à lire. Et ce que j'ai découvert m'a fait trembler les mains. Mon oncle Raymond avait tenu des registres détaillés du trafic de véhicules sur sa propriété. Pas sur l'allée principale, mais apparemment sur une route d'accès que je n'avais pas encore découverte. Il avait documenté les numéros de plaques d'immatriculation, les heures, les descriptions de camions et de fourgonnettes, tous arrivant tard dans la nuit, généralement entre 2 et 4 heures du matin. Les entrées étaient méticuleuses. Le 12 novembre 2019, fourgon blanc, plaque d'immatriculation Mont 47 A2. Arrivé à 2h47. Parti à 4h15.
2 occupants. Page après page d'observations similaires, parfois plusieurs véhicules par nuit, parfois des semaines entre les entrées. Ce qui m'a glacé le sang, c'était la dernière entrée, datée de 2 jours avant sa mort. Ils savent que je les observe. Il faut que j'appelle le shérif demain. J'ai assez de preuves maintenant. Que Dieu me pardonne pour ce que je pense qu'ils ont fait. Mais il n'y avait aucune indication qu'il ait jamais passé cet appel. Selon le certificat de décès inclus dans les documents de Garrett, mon oncle Raymond était mort d'une crise cardiaque, retrouvé dans son lit par un voisin inquiet qui ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours. Cause naturelle. Le genre de mort qui ne déclenche pas d'enquête chez un homme de 73 ans avec des antécédents de problèmes cardiaques. J'ai passé le reste de cet après-midi à explorer la propriété, les documents de mon oncle à la main. La grange principale était vide, à l'exception de vieux équipements agricoles rouillant dans l'ombre. Mais derrière la grange, à peine visible à travers les broussailles envahissantes, j'ai trouvé un chemin de terre assez large pour les véhicules. En le suivant à pied, j'ai marché près d'1 kilomètre à travers la partie arrière de la propriété, dans une section de forêt de pins, jusqu'à ce que j'émerge dans une clairière dont j'ignorais l'existence. Là se trouvait une autre structure, un grand bâtiment métallique comme un hangar à avion, complètement caché de la maison principale par la topographie et la ligne d'arbres. Celui-ci n'était pas indiqué sur les plans de la propriété que Garrett m'avait fournis. Aucune fenêtre, une immense porte coulissante sécurisée par une lourde chaîne et un cadenas. Le sol autour était de la terre battue avec des traces de pneus encore visibles. Des traces récentes qui ne dataient pas de plus de quelques jours. Je n'avais pas les clés de ce bâtiment, mais la chaîne avait suffisamment rouillé pour que 20 minutes de travail avec un pied de biche de mon camion la libèrent. La porte s'est ouverte avec un grincement métallique qui a semblé incroyablement fort dans le silence de la campagne. J'ai utilisé la lampe torche de mon téléphone pour regarder à l'intérieur, et ce que j'ai vu m'a fait reculer en trébuchant. Le bâtiment avait été transformé en une sorte d'installation de traitement. Des tables en acier industriel alignées le long d'un mur, toutes équipées de systèmes de drainage qui se déversaient dans de grands fûts. Des feuilles de plastique pendaient à des crochets au plafond. Un mur d'unités de congélation bourdonnait, alimenté par l'électricité, fonctionnant encore d'une manière ou d'une autre. L'odeur m'a frappé alors, la même odeur organique et dérangeante que j'avais perçue faiblement dans la maison principale, mais concentrée ici en quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Je me suis forcé à avancer plus profondément à l'intérieur. Les tables étaient propres, récemment nettoyées, mais les rainures de drainage étaient tachées de sombre. Les unités de congélation étaient verrouillées, mais à travers les portes en verre givré, je pouvais voir des formes sombres à l'intérieur, enveloppées dans du plastique. Mon esprit a essayé de rationaliser cela comme une opération d'abattage pour le bétail. Mais rien dans cette installation ne correspondait à un traitement agricole légal. Aucun permis d'inspection sur les murs, aucune licence commerciale, et la taille de ces formes enveloppées dans les congélateurs était incorrecte. Dans un bureau au coin, j'ai trouvé d'autres documents. Ceux-ci n'étaient pas les observations minutieuses de mon oncle, mais de véritables registres commerciaux cachés dans un classeur. Des factures pour des services de traitement, avec des montants en milliers de dollars. Des noms que je ne reconnaissais pas, mais tous avec des adresses locales. Certaines des factures avaient des notes écrites dans les marges, pas de question. Argent liquide uniquement. Tout éliminé. La véritable horreur a commencé à se cristalliser quand j'ai trouvé une boîte en carton poussée sous un bureau. À l'intérieur se trouvaient des effets personnels qui n'avaient pas leur place dans une installation agricole, des portefeuilles, des cartes d'identité, un animal en peluche usé d'un enfant, des objets appartenant à des personnes, des objets qui auraient dû être avec leur propriétaire. J'ai compté 11 identités différentes, appartenant toutes à des individus distincts, âgés de 19 à 64 ans. Certaines des photos montraient des personnes souriantes lors de fêtes d'anniversaire ou de cérémonies de remise de diplômes, des instants figés de vie qui avaient apparemment continué au-delà de ces clichés. Mais les documents de mon oncle racontaient une histoire différente. En recoupant les noms sur les cartes d'identité avec les rapports de personnes disparues locaux que j'ai trouvés en ligne plus tard, j'ai découvert que 7 de ces individus avaient été portés disparus au cours des 5 dernières années. Tous avaient été vus pour la dernière fois dans des communautés situées à moins de 200 mètres de cette propriété. Les autres, je n'ai pas pu les retracer, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires. Des personnes qui avaient disparu sans que personne ne dépose même de rapport. Mon oncle n'avait pas dirigé cette opération. Il l'avait documenté, construisant un dossier contre ceux qui utilisaient sa propriété reculée pour quelque chose d'innommable. Cette route d'accès longeait sa ligne de propriété. Techniquement sur ces terres,
mais clairement utilisé sans sa permission par des personnes qui pensaient qu'un vieil ermite ne remarquerait jamais ou ne se soucierait jamais de ce qui se passait dans ces terres arrières. J'étais debout dans ce bureau, essayant de décider de ce que je devais faire ensuite, quand j'ai entendu un véhicule approcher. Le bruit du moteur est devenu plus fort. Plusieurs véhicules, en fait, descendant cette route d'accès cachée vers le bâtiment métallique. J'avais laissé la porte ouverte. Ils la verraient immédiatement. La panique est une chose étrange. Elle clarifie la pensée même en détruisant la maîtrise de soi. J'ai attrapé la boîte de cartes d'identité et les documents de mon oncle, et j'ai couru vers le coin arrière du bâtiment, là où les ombres étaient les plus profondes. Il y avait une porte de service là-bas, à moitié cachée derrière des palettes empilées. Je me suis glissé à travers juste au moment où j'entendais les portes de camions claquer dans la clairière à l'extérieur. Des voix portaient dans l'air du soir. 3 hommes, peut-être 4, parlant sur un ton décontracté de nettoyage et du neveu du vieux, et de savoir si je serais un problème comme l'avait été le vieux. Quelqu'un a ri et a dit que les crises cardiaques étaient pratiques, surtout quand on savait quels médicaments remplacer par les bons comprimés. Mon oncle avait été assassiné. Il l'avait empoisonné lentement, déguisé en mort naturelle, parce qu'il préparait les preuves pour les dénoncer. Je me suis accroupi derrière un tas de bois de rebut à 20 mètres du bâtiment, retenant mon souffle tandis que les hommes entraient. À travers les interstices du bois, je les ai vus se déplacer à l'intérieur, portant du matériel et des boîtes. Ils étaient méthodiques, des professionnels qui avaient fait cela de nombreuses fois auparavant. L'un d'eux a commenté que la chaîne sur la porte avant était brisée et qu'il devait découvrir qui était passé par là. Une autre voix, plus âgée et avec une autorité suggérant un rôle de leader, a dit qu'il savait exactement qui c'était. Le neveu de Raymond, de Seattle. Ils avaient des amis qui travaillaient au bureau du comté et qui les avaient alertés quand j'avais déposé les papiers d'héritage. Ils savaient que j'étais là. Ils savaient que je séjournais dans la maison principale. Et ils s'occuperaient de moi de la même manière qu'ils s'étaient occupés de mon oncle si j'avais vu trop de choses. Je suis resté figé derrière ce tas de bois pendant plus d'1 heure pendant qu'ils travaillaient à l'intérieur du bâtiment, discutant de leur opération avec l'indifférence décontractée de gens discutant de n'importe quelle entreprise. Ils traitaient des produits pour plusieurs clients dans toute la région. Des gens qui avaient besoin que certains problèmes disparaissent définitivement. L'isolement des terres arrières de mon oncle en faisait l'endroit parfait. Il lui payait une redevance mensuelle depuis des années, ou du moins le pensait-il. Ce qu'il n'avait pas réalisé jusqu'à récemment, c'était qu'il avait tout documenté, prévoyant de porter ses preuves à la police d'État parce qu'il ne faisait pas confiance au shérif local. Quand ils sont enfin partis, leur camion grondant le long de la route d'accès, j'ai attendu encore 30 minutes avant de bouger. Le soleil se couchait, peignant le ciel du Montana en nuances d'orange et de violet qui semblaient obscènes au vu de ce que j'avais découvert. J'ai couru vers la maison principale, j'ai jeté mes affaires dans mon camion et j'ai pris le reste de la documentation de mon oncle dans son bureau. Je n'ai pas arrêté de conduire avant d'atteindre le quartier général de la police d'État à Helena, à 4 heures de route. L'enquêteur qui a pris ma déposition a travaillé toute la nuit, appelant des spécialistes pendant que je leur montrais les documents et les cartes d'identité que j'avais pris dans le bâtiment métallique. À l'aube, une équipe tactique complète était en train d'être assemblée pour faire une descente sur la propriété. L'enquête qui a suivi a fait la une des journaux régionaux pendant des semaines. Le bâtiment métallique contenait des preuves d'au moins 19 meurtres sur une période de 7 ans. L'opération impliquait 4 familles qui possédaient des propriétés voisines, travaillant ensemble pour fournir des services d'élimination pour des organisations criminelles dans 3 États. Mon oncle avait documenté suffisamment de preuves pour les relier à des cas spécifiques, mais il avait attendu trop longtemps pour agir. Peut-être par peur, ou peut-être simplement incapable de croire que ses voisins étaient capables d'un tel mal. 3 des 4 familles ont été arrêtées en une semaine. La 4e famille, celle qui possédait la propriété avec la route d'accès, avait fui le lendemain de mon passage à la police. Elles ont finalement été retrouvées 6 mois plus tard au Mexique, en train de tenter d'y établir une opération similaire. Je ne suis jamais retourné sur la propriété du Montana. Je l'ai cédée à l'État dans le cadre de l'enquête, incapable de supporter l'idée de posséder une terre où de telles horreurs s'étaient produites. L'héritage qui aurait dû me procurer une sécurité financière m'a plutôt valu des cauchemars qui me réveillent encore à 3 heures du matin. Cette heure précise où des hommes maléfiques conduisaient des camions chargés de leurs péchés le long d'une route de terre à travers l'obscurité. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais pas trouvé les documents de mon oncle. Si j'avais simplement visité la propriété de manière superficielle et l'avais mise en vente, m'aurait-il laissé partir ? Ou serais-je devenu une autre forme enveloppée dans ces unités de congélation ?
Une autre carte d'identité dans une boîte sous un bureau? Une autre personne disparue dans les vastes espaces vides de la campagne où personne ne peut entendre vos cris. L'avocat, Garrett, m'a appelé une fois après que tout soit terminé. Il a dit qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas, que mon oncle l'avait contacté quelques semaines avant sa mort, parlant d'activités criminelles, mais refusant de donner des détails au téléphone. Garrett l'avait exhorté à aller immédiatement à la police. Mais mon oncle avait insisté pour dire qu'il avait besoin de plus de preuves, d'une certitude absolue, avant de porter des accusations contre des familles qui étaient ses voisins depuis des décennies. Cette hésitation l'a tué, et elle a failli me tuer aussi. La campagne garde bien ses secrets, enterrés profondément dans des endroits où la civilisation ne parvient jamais vraiment. Mon oncle a tenté de révéler l'un de ses secrets, et cela lui a coûté tout. J'ai simplement eu la chance d'être assez paranoïaque, observateur et rapide pour m'échapper avant de devenir un autre secret enterré moi-même. Je vis de nouveau à Seattle, retourné à mes tableaux Excel et à mes réunions avec les clients. Mais je n'ai plus jamais regardé les propriétés rurales de la même manière. Ces espaces vides entre les villes ne sont pas des retraites paisibles loin de la vie moderne. Ce sont des territoires où des règles différentes s'appliquent, où l'isolement fournit une couverture pour les pires impulsions de l'humanité, et où l'obscurité est à la fois littérale et métaphorique en égale mesure. Mon oncle s'appelait Raymond Mitchell. Il est mort en cherchant la justice pour des personnes que personne d'autre ne cherchait. La police d'État a finalement identifié 16 des 19 victimes trouvées sur cette propriété. 3 restent inconnus, leurs identités perdues, leurs familles ne sachant jamais ce qui leur est arrivé. Je pense parfois à eux, à la dernière entrée dans le journal de mon oncle, que Dieu me pardonne pour ce que je pense qu'ils ont fait. Maintenant, je sais, et je porterai cette connaissance pour le reste de ma vie. Je m'appelle Sophie, et pendant 3 ans, j'ai travaillé comme consultante en marketing à Portland. Je vivais dans un studio exigu qui coûtait plus cher par mois que ce que la plupart des gens dépensent pour le paiement d'une voiture. J'avais économisé de manière agressive, coupant toutes les dépenses superflues, mangeant des nouilles ramen plus souvent que je ne veux l'admettre, tout cela pour un seul objectif, posséder une propriété. Pas seulement la posséder, mais la transformer de mes propres mains. Me prouver que je pouvais construire quelque chose de tangible dans un monde de plus en plus dominé par des abstractions numériques. Quand l'annonce est apparue pour une ferme dans l'Oregon rural, à 65 km de Pendleton, j'ai su immédiatement que c'était exactement ce que je cherchais. Les photographies montraient une structure des années 1880, avec un bardage en bois blanc délavé par les intempéries, entouré de champs envahis par la végétation et de montagnes lointaines. Le prix était incroyablement bas, expliqué par l'agent immobilier comme étant dû à son emplacement isolé et aux importants travaux de rénovation nécessaires. La maison était vacante depuis près d'une décennie, passant entre plusieurs propriétaires qui avaient commencé des projets mais ne les avaient jamais terminés. J'aurais dû me demander pourquoi tant de personnes avaient commencé puis abandonné leurs rêves dans cette maison. J'aurais dû me demander ce qui les avait poussés à laisser des projets à moitié terminés, des murs ouverts et jamais réparés, des planchers arrachés et laissés à nu. Mais j'avais 28 ans et j'étais convaincu que la détermination pouvait surmonter n'importe quel obstacle. J'ai fait une offre quelques heures après avoir visité la propriété, et 3 semaines plus tard, j'avais les clés de mon propre désastre. Le premier mois a été exactement ce que j'avais imaginé. Je me suis plongé dans le travail avec un enthousiasme frisant l'obsession. J'ai documenté chaque étape sur les réseaux sociaux, publiant des photographies de mes progrès, de la saleté que j'enlevais, des couches de vieux papier peint que j'arrachais. Mes abonnés adoraient le récit de transformation, une femme achète une ferme abandonnée et la redonne à la vie par la seule force de sa volonté. C'était une histoire inspirante, le genre qui générait des centaines de commentaires encourageants. J'ai commencé par la salle à manger parce qu'elle avait le plus de lumière naturelle, et je voulais créer un espace de travail où je pourrais manger et planifier mes prochaines rénovations. Les murs étaient recouverts de papier peint floral jauni par l'âge, s'écaillant dans les coins où l'humidité s'était infiltrée. Sous cette couche se trouvait une autre, et sous celle-ci, une autre encore, des preuves archéologiques des nombreuses vies de la maison. En enlevant ces couches, la pièce s'est lentement révélée. Le plâtre d'origine en dessous, toujours remarquablement intact. C'est derrière la 4e couche de papier peint, directement derrière l'endroit où un buffet avait dû se tenir, que j'ai découvert la cavité. Le plâtre avait été délibérément enlevé sur une section d'environ 90 cm de large et 1,20 m de haut, créant un espace creux entre les murs extérieurs et intérieurs. Ma première pensée a été que quelqu'un avait cherché des tuyaux ou des câbles électriques. Mais cette maison datait de plusieurs décennies avant les utilités modernes.
J'ai braqué ma lampe de travail dans l'obscurité et je les ai vus. Des dizaines de squelettes d'oiseaux disposés en motifs soignés sur le latis de bois. Principalement de petits oiseaux, des moineaux et des pinsons. Leurs os délicats étaient positionnés pour former des symboles que je ne reconnaissais pas. Certains étaient disposés en spirale, d'autres en forme géométrique qui semblaient presque mathématiques dans leur précision. Chaque squelette était complet, suggérant que les oiseaux avaient été placés là entiers et laissés à se décomposer dans cet espace caché. Je ne suis pas une personne superstitieuse. J'ai un diplôme en administration des affaires. Je crois aux résultats quantifiables et aux explications logiques. Alors je me suis dit que c'était simplement la preuve d'un ancien propriétaire excentrique, peut-être quelqu'un avec un intérêt pour l'histoire naturelle ou l'art primitif. J'ai photographié l'arrangement pour mes archives, puis j'ai soigneusement enlevé tous les squelettes, les plaçant dans une boîte en carton que j'avais l'intention de jeter correctement. Cette nuit-là, dormant sur mon lit de camp dans le salon parce que les chambres à l'étage n'étaient pas encore habitables, j'ai entendu le grattement pour la première fois. Il venait de l'intérieur des murs, un son comme de petites griffes se déplaçant sur le bois, intermittent et sans direction. J'ai supposé que c'était des souris ou des rats, assez communs dans les vieilles fermes, et j'ai pris une note mentale d'acheter des pièges le lendemain matin. Mais le grattement ne ressemblait pas tout à fait à une activité de rongeur. Il était trop rythmé, suivant des motifs qui semblaient presque délibérés. Grattement, 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 pause, grattement, grattement, pause, grattement, grattement, grattement. Encore et encore, se déplaçant à travers les murs de pièce en pièce, comme si ce qui faisait le bruit voyageait le long des espaces intérieurs où les oiseaux avaient autrefois été soigneusement disposés. J'ai essayé de l'ignorer, tirant mon sac de couchage sur ma tête, mais le son a traversé le tissu. Et alors que j'étais allongé là, j'ai pris conscience d'un autre son sous le grattement. Un bruit doux et répétitif qui m'a pris plusieurs minutes à identifier. Une respiration. Le son de poumons qui se dilataient et se contractaient. Le souffle de l'air traversant des passages, provenant des murs eux-mêmes. Je me suis assise et la respiration s'est arrêtée immédiatement. Le grattement a cessé. La maison est tombée dans un silence parfait. Le genre de calme absolu qui n'existe que dans des endroits éloignés de la civilisation. J'ai attendu 5 minutes, écoutant attentivement, n'entendant rien d'autre que mon propre pouls dans mes oreilles. Finalement, je me suis rallongé et en quelques secondes, la respiration a repris, se synchronisant avec mon propre rythme. Quand j'inspirais, les murs inspiraient. Quand j'expirais, ils expiraient avec moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Quand l'aube est enfin arrivée, une lumière pâle filtrant à travers les fenêtres que je n'avais pas encore nettoyées, je me suis convaincu que j'avais vécu une sorte d'hallucination auditive provoquée par l'épuisement. J'avais travaillé 12 heures par jour, respirant de la poussière et des vapeurs de décapants chimiques, dormant mal sur un lit de camp. Bien sûr, mon esprit me jouait des tours. J'ai décidé de continuer les rénovations, pensant que terminer le travail rendrait la maison moins oppressante. Je me suis déplacé vers le salon, attaquant un autre mur avec mon grattoir et mon décapeur thermique, arrachant les couches d'histoire. Derrière la 3e couche de papier peint, j'ai trouvé une autre cavité, plus grande que la première, et à l'intérieur se trouvaient d'autres squelettes. Ceux-ci n'étaient pas des oiseaux, mais des chats, au moins 8, disposés en motifs similaires. Leur corps avait été positionné avec soin, pattes étendues, queue recourbée, créant des formes qui semblaient porter un sens dans une langue que je ne pouvais pas déchiffrer. La vue de ces squelettes m'a rendu physiquement malade. Je suis sorti en courant et j'ai vomi dans l'herbe envahissante. Mon corps rejetait non seulement mon petit déjeuner, mais aussi l'horreur fondamentale de ce que je découvrais. Quelqu'un avait scellé des animaux dans ces murs délibérément, créant une étrange architecture de mort au sein même de la structure de la maison. Ce n'était pas l'œuvre de collectionneurs excentriques, mais quelque chose de plus sombre, de plus intentionnel. J'ai passé cet après-midi-là à rechercher l'histoire de la propriété au bureau du greffier du comté à Pendleton. Les archives étaient incomplètes, de nombreux documents perdus ou détruits au fil des décennies. Mais j'ai trouvé des références à la propriétaire originale de la maison. Une femme nommée Adeline Marsh y avait vécu de 1887 jusqu'à sa mort en 1923. Plusieurs articles de journaux des premières années 1900 la décrivaient comme une guérisseuse populaire, quelqu'un que les agriculteurs locaux consultaient lorsque la médecine conventionnelle échouait ou était inaccessible. Un article publié en 1909 mentionnait des accusations de sorcellerie qui étaient apparemment courantes à propos de Marsh. L'article rejetait ces accusations comme des superstitions ignorantes, tout en notant que Marsh prétendait pouvoir transférer la maladie d'une personne à un objet, créant des récipients pour la maladie qui pouvaient ensuite être contenus en toute sécurité.
L'article l'a cité en disant « La maladie a une substance, et cette substance doit aller quelque part ». J'ai commencé à comprendre ce que j'avais trouvé. Adeline Marsh croyait pouvoir sceller les maladies dans les murs de sa maison en utilisant des sacrifices d'animaux, créant une sorte d'architecture spirituelle où les maladies étaient piégées derrière le plâtre et le papier peint, contenues par la mort et les symboles. Pendant 36 ans, elle avait pratiqué cette croyance, remplissant ses murs des restes de créatures qu'elle considérait comme des vaisseaux nécessaires pour la souffrance humaine. Et j'avais ouvert ces murs. J'avais brisé les seaux, arraché les couches qui maintenaient ce qu'elle avait enfermé à l'intérieur, l'empêchant de s'échapper. Cette nuit-là, la respiration est devenue impossible à ignorer. Elle remplissait chaque pièce, un rythme constant qui existait indépendamment de ma propre respiration. Je retenais mon souffle et les murs continuaient leur cycle, respirant pour moi, ou peut-être respirant leur propre souffle qui avait été piégé pendant un siècle. Le son était humide et laborieux, comme des poumons luttant contre une infection, et il devenait plus fort à mesure que les heures passaient. J'ai essayé de quitter ma zone de sommeil pour sortir, cherchant de l'air frais et de la distance par rapport au son. Mais en traversant la salle à manger, j'ai vu les murs bouger, non violemment, mais subtilement, gonflant vers l'extérieur comme si quelque chose appuyait contre eux de l'intérieur, le plâtre se pliant à chaque respiration. J'ai touché le mur et les senti chauds, brûlant de fièvre sous ma paume, pulsant à chaque expiration. J'ai couru vers mon camion et j'ai conduit jusqu'à Pendleton, j'ai pris une chambre dans un motel et j'ai appelé un entrepreneur le lendemain matin. Je lui ai expliqué que j'avais besoin que tous les murs soient scellés immédiatement, les cavités remplies d'isolation et correctement fermées. L'entrepreneur, un homme dans la soixantaine nommé Tom, m'a écouté patiemment puis m'a parlé des anciens propriétaires. 3 familles au cours des 10 dernières années avaient acheté la maison. Tout avait commencé des rénovations. Tout avait abandonné la propriété en quelques mois, souvent en partant au milieu de la nuit et en refusant de revenir, même pour récupérer leurs affaires. Tom avait été appelé par 2 d'entre elles pour faire des devis. Et les 2 fois, les propriétaires avaient eu l'air visiblement effrayés, décrivant des expériences qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Des murs qui bougeaient, des sons de respiration, la sensation d'être observé par quelque chose de réparti dans toute la structure. Tom a dit quelque chose qui est resté avec moi, les vieilles maisons se souviennent de ce qui s'y est passé, et certains souvenirs sont trop puissants pour être recouverts de peinture. Il a dit qu'Adeline Marsh avait probablement sauvé des vies avec ses soins populaires. Mais le coût de ces sauvetages devait aller quelque part, et elle avait choisi de sceller ce coup dans sa propre maison. En ouvrant les murs, j'avais libéré ce qu'elle avait passé des décennies à contenir. Je ne suis jamais retourné dans la maison, sauf une fois, 3 semaines plus tard, en compagnie de Tom et de 2 de ses employés. Nous sommes entrés en plein jour, nous portant tous des lampes torches et bien que le soleil brillait. La maison semblait différente, plus lourde d'une certaine manière, comme si l'air lui-même avait pris de la masse. Nous sommes allés récupérer mes affaires, mes outils et mon équipement de camping, ainsi que les boîtes d'objets personnels que j'avais stockées dans la cuisine. Alors que nous rassemblions mes affaires, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé. Toutes mes fenêtres étaient couvertes d'empreintes de mains. De petites empreintes de la taille de celle d'un enfant, pressées contre la vitre de l'intérieur. Les empreintes étaient faites de boue ou de terre, mais il n'y avait pas de boue n'importe où à l'intérieur de la maison. J'avais nettoyé les sols soigneusement et les empreintes étaient à l'intérieur des vitres, comme si quelque chose à l'intérieur avait essayé de sortir ou peut-être d'empêcher que je sorte. Tom les a vues aussi. Il n'a rien dit, il m'a simplement aidé à porter mes affaires vers le camion avec une urgence accrue. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé en arrière vers la maison et j'ai vu la porte d'entrée grande ouverte, bien que je sache que nous l'avions fermée. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais voir dans la salle à manger où j'avais découvert les oiseaux pour la première fois. Et je jure avoir vu les murs bouger, inspirant et expirant comme les côtes d'une créature géante endormie. La maison a brûlé 2 mois plus tard. Le service des incendies a déterminé que la cause était une défaillance électrique indéterminée, bien que la maison n'ait pas d'électricité connectée. Quand les pompiers sont arrivés, la structure était entièrement consumée. Des flammes s'élevant dans le ciel nocturne, visibles à des kilomètres à travers la campagne vide. Personne n'a essayé de la sauver. Le terrain a finalement été vendu à un promoteur qui a rasé les fondations et laissé la propriété vacante. Je n'ai jamais dit à personne, sauf à Tom, la vérité complète sur ce que j'ai vécu. J'ai laissé les gens croire que je m'étais simplement senti dépassé par les rénovations. Que l'isolement et la charge de travail m'avaient submergé. Mais je sais ce que j'ai trouvé dans ces murs. Et je sais ce qui s'est passé quand j'ai perturbé ce qu'Adeline Marsh avait scellé.
Certaines contenances ne devraient jamais être ouvertes. Certains seaux existent pour des raisons que nos esprits rationnels modernes ne peuvent pas comprendre. Adeline Marsh a passé 36 ans à créer un récipient pour la souffrance, remplissant ses murs de sacrifices pour protéger sa communauté de la maladie. Et quand j'ai arraché ces murs dans mon ignorance, cherchant à créer quelque chose de beau, j'ai libéré ce qu'elle avait consacré sa vie à contenir. Je vis de nouveau dans un appartement à Portland, comme avant, sauf que maintenant je ne supporte plus d'être près des vieilles maisons. Quand je vois des maisons historiques avec leurs détails d'époque et leurs murs d'origine, je me demande ce qui pourrait être scellé à l'intérieur. Quels souvenirs, énergie ou objets physiques pourraient attendre dans les cavités entre les couches de plâtre et de peinture. La respiration m'a suivi pendant des mois après mon départ. Je l'entendais la nuit dans mon nouvel appartement, douce et lointaine, mais indéniable. Finalement, elle s'est estompée. Ou peut-être ai-je simplement appris à l'ignorer, comme on apprend à ignorer n'importe quel son constant. Mais parfois, dans cet espace entre le réveil et le sommeil, je sens ma propre respiration se synchroniser avec autre chose. Quelque chose qui respire selon des motifs que je reconnais de ces 3 semaines dans cette maison terrible. J'ai mis le feu. Je l'avoue maintenant. Je suis retourné dans l'obscurité et j'ai versé de l'essence dans les pièces où j'avais ouvert les murs. Et j'ai allumé une allumette et je me suis éloigné tandis que les flammes prenaient. C'était la seule façon de sceller définitivement ce que j'avais libéré. De purifier par la destruction ce qui ne pouvait plus être contenu. L'enquête d'assurance n'a trouvé aucune preuve d'incendie criminel. La propriété a été condamnée et démolie. Et je porte la connaissance que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour un lieu qui a contenu trop de souffrance est de le laisser brûler. De le libérer de son devoir de récipient, de disperser ses cendres à travers les champs vides et de laisser le vent emporter ce qui n'aurait jamais dû être piégé dans des murs. Voilà ma confession. Voici ce que j'ai fait à une maison dans l'Oregon rural parce que je pensais pouvoir la réparer avec de la détermination et du travail acharné. Certaines choses ne sont pas destinées à être réparées, seulement rappelées et évitées, laissées debout comme des avertissements dans les lieux vides où les gens ne s'aventurent plus sans bonne raison. Je m'appelle Mason, et ce que je vais vous raconter s'est produit pendant les 8 mois que j'ai passés dans une vallée du nord de l'Idaho qui n'apparaît sur aucune carte. Je ne parle pas de manière métaphorique. Quand j'ai essayé de la retrouver plus tard en utilisant les coordonnées GPS que j'avais enregistrées, l'emplacement est apparu comme une zone sauvage non marquée, bien que je sache qu'il y avait 5 fermes en activité et environ 200 personnes vivant dans des maisons où j'ai dîné et des granges que j'ai traversées. Je venais de terminer ma formation d'assistant vétérinaire à Boise quand j'ai reçu un appel d'une agence de placement concernant un poste dans une communauté rurale qui avait désespérément besoin de quelqu'un avec une formation médicale pour le bétail. Le salaire était exceptionnel, presque le double de ce que proposaient des postes similaires, et il fournissait un logement. J'avais 26 ans, j'étais célibataire et impatient de gagner de l'expérience avant de postuler à une école vétérinaire complète. J'ai accepté sans poser assez de questions. Le trajet jusqu'à la vallée a pris 3 heures depuis la ville la plus proche, suivant une route à 2 voies qui est finalement devenue un chemin de terre sinuant entre les montagnes. La vallée elle-même était belle de cette manière rude que peuvent avoir les endroits reculés. Entourée de pics qui captaient la lumière du soleil de fin d'après-midi et devenaient dorés. 5 grandes fermes étaient réparties sur le fond de la vallée. Leurs champs étaient connectés selon un motif qui suggérait une coopération plutôt qu'une compétition. La famille qui m'employait, les Pritchard, m'a accueilli chaleureusement. Ils avaient transformé un petit cottage sur leur propriété en quartier d'habitation, simple mais confortable. Monsieur Pritchard, un homme dans la soixantaine avec des mains burinées et des yeux attentifs, m'a expliqué que je serais partagé entre les 5 familles, soignant leur bétail, leurs chevaux et autres animaux de ferme selon les besoins. Les familles étaient les Pritchard, les Kelsey, les Warren, les Bowman et les Harris. Tout le monde était apparenté par mariage ou par le sang, a-t-il dit, remontant à 5 générations dans cette vallée. Le travail a commencé de manière assez normale. J'ai traité des infections, aidé à des naissances difficiles, administré des vaccins. Les familles étaient polies mais distantes, m'observant travailler avec une intensité qui me rendait mal à l'aise. Elles avaient des idées spécifiques sur les soins aux animaux qui contredisaient souvent ma formation. Quand j'ai suggéré des antibiotiques modernes pour une vache atteinte de mamite, Madame Kelsey m'a regardé comme si j'avais suggéré du poison. Nous utilisons les anciennes méthodes ici, a-t-elle dit, mélangeant des herbes que je ne reconnaissais pas en une pâte qu'elle a appliquée sur l'animal. Le troupeau sait, le troupeau pourvoit. J'ai entendu cette phrase constamment. Le troupeau sait. Le troupeau pourvoit.
Le troupeau observe. Toujours dit avec révérence, comme s'il parlait de quelque chose de sacré plutôt que d'animaux de ferme. Mais les animaux eux-mêmes étaient étranges. Chaque tête de bétail, chaque cheval, chaque mouton des 5 fermes portait la même marque. Pas des marques similaires, mais identiques, un symbole qui ressemblait à 3 cercles entrelacés formant un triangle avec une ligne verticale au centre. Quand j'ai demandé des explications, Monsieur Pritchard a expliqué qu'ils étaient des agriculteurs coopératifs partageant des lignées sanguines et des ressources. Le symbole représentait leur unité. Ce qu'il n'a pas expliqué, c'est pourquoi le même symbole apparaissait gravé sur des marqueurs de pierre à travers la vallée. Je les ai trouvés dans les champs, au carrefour, debout seuls dans des clairières. Les pierres étaient anciennes, usées par des siècles d'exposition, clairement antérieures à l'établissement de cette vallée par des agriculteurs européens. 2 mois après mon arrivée, une femme nommée Grace, qui travaillait dans le foyer des Baumann, m'a abordé après que j'ai terminé de soigner un cheval boiteux. Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle avant de parler, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ne va pas dans les champs pendant la semaine de l'abattage. Reste dans ton cottage. Garde les lumières éteintes. Ne regarde pas par les fenêtres. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle s'est éloignée rapidement, son avertissement restant en suspens dans l'air comme de la fumée. J'ai demandé à Monsieur Pritchard ce qu'était la semaine de l'abattage ce soir-là, en essayant de paraître décontracté. Son visage s'est durci. C'est une tradition privée, a-t-il dit. Une affaire de famille, tu auras ces jours de congé. Il serait préférable que tu les passes en ville, que tu rendes visite à des amis, quelque chose comme ça. Mais je n'avais pas d'amis en ville. Je connaissais à peine quelqu'un en dehors de la vallée. Et son insistance pour que je parte m'a déterminé à rester et à découvrir ce qu'il cachait. Je lui ai dit que je resterais dans le cottage, que j'avais des lectures à rattraper. Il n'avait pas l'air content, mais il n'a pas discuté. La semaine de l'abattage a commencé un dimanche au début du mois d'octobre. Les 5 familles ont arrêté de m'apporter des animaux à soigner. La vallée est devenue étrangement silencieuse. Aucun véhicule ne circule entre les fermes, aucun travailleur visible dans les champs. Je suis resté dans mon cottage comme promis, mais j'ai observé par les fenêtres, notant l'immobilité inhabituelle. Le mardi soir, j'ai vu les lumières, des lampes torchées et des lanternes se déplaçant à travers les champs, convergeant vers le centre de la vallée où se trouvait le plus grand marqueur de pierre. J'ai compté au moins 30 personnes, des familles entières marchant en procession vers ce point central. Elles avançaient en silence. Aucune voix ne portait à travers la distance. Juste la progression régulière des lumières dans l'obscurité. J'ai pris une décision qui a probablement sauvé ma vie ou la ruiné, selon la manière dont on mesure ces choses. J'ai enfilé des vêtements sombres, pris ma propre lampe torche et les ai suivis à distance, restant près de la lisière des arbres où les ombres cacheraient mes mouvements. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me rapprochais. Une partie instinctive de mon cerveau hurlait que je devais faire demi-tour, que je violais quelque chose de dangereux. Quand je me suis approché assez pour voir clairement, j'ai arrêté de respirer pendant plusieurs secondes. Les 30 personnes environ se tenaient en cercle autour du marqueur de pierre central, et chacune portait un masque fait d'un crâne de bétail, les cornes encore attachées, les orbites creuses dans la lumière vacillante des lanternes. Elles chantaient dans une langue que je ne reconnaissais pas. Des mots gutturaux et rythmiques qui semblaient pulser avec la terre sous mes pieds. Au centre du cercle, je les ai vus. Les 5 membres les plus âgés de chaque famille se tenaient ensemble, et parmi eux se trouvait une personne qui ne portait pas de masque de crâne. Une femme âgée que j'ai reconnue comme étant la mère de Madame Warren, qui vivait avec la famille Warren. Elle se tenait calmement tandis que le chant devenait plus fort, ses mains jointes devant elle, son visage paisible. J'ai réalisé avec une horreur grandissante que ce n'était pas un rassemblement de bétail. C'était quelque chose d'entièrement différent. Le chant a atteint un crescendo puis s'est arrêté brusquement. Dans le silence soudain, toutes les figures masquées de crâne se sont tournées simultanément vers ma direction. Chacune d'elles, en parfaite synchronisation. Les orbites vides pointaient directement vers la lisière des arbres où je m'accroupissais. Elles savaient que j'étais là depuis le début. Je n'ai pas attendu de voir ce qui allait se passer ensuite. J'ai couru à travers les arbres, les branches me fouettant le visage, ma lampe torche éteinte pour qu'elle ne puisse pas suivre mon mouvement. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Aucune poursuite, aucune voix. Juste ce terrible silence. Je suis retourné à mon cottage, j'ai verrouillé la porte et j'ai passé le reste de la nuit assis avec mon dos contre le mur, fixant l'entrée. Le lendemain matin, j'ai entendu la nouvelle.
La mère de Madame Warren était décédée dans son sommeil. Paix, cause naturelle. La famille était en deuil, mais acceptante. La mort vient à tout le monde, éventuellement. Elle avait vécu une vie pleine, mais je l'avais vue debout dans ce cercle, consciente et éveillée. Peu importe ce qui s'est passé après que j'ai couru, elle n'était pas morte dans son sommeil. J'ai trouvé le symbole gravé sur la porte de mon camion le lendemain, creusé profondément dans le métal, les mêmes 3 cercles et la ligne verticale. Un message, une marque. Je suis allé voir Monsieur Pritchard et j'ai donné mon préavis, inventant une excuse concernant une urgence familiale. Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait. « Tu es le bienvenu pour rester », a-t-il dit. « Tu as fait du bon travail. Le troupeau t'apprécie. » « J'ai besoin de partir », ai-je dit, incapable de croiser son regard. « Bien sûr. » Il a fait une pause, puis a ajouté, « Mais Mason, comprends que tu as été choisi pour venir ici. L'agence ne place pas les gens au hasard. Nous t'avons demandé spécifiquement. Le troupeau sait ce dont il a besoin, et tu étais nécessaire pour voir. J'ai fait mes bagages et j'ai quitté la vallée cet après-midi-là. Alors que j'atteignais le chemin de terre menant à l'autoroute, je les ai vus. Les 5 familles, 30 personnes ou plus, debout le long de la route, me regardant partir. Elles n'étaient pas menaçantes, ne bloquaient pas mon passage, se contentant d'assister à mon départ. Grace se tenait parmi elles, portant le crâne de bétail. La femme timide qui m'avait averti s'était transformée en quelque chose d'autre. Alors que je passais le dernier groupe, j'ai vu Monsieur Pritchard lever la main en signe d'adieu. Le geste semblait presque amical, presque normal, sauf pour ce qu'il a dit, sa voix portant clairement à travers ma fenêtre ouverte, « Le troupeau se souvient, Mason. Le troupeau se souvient toujours. » J'ai conduit pendant 2 heures avant que mes mains cessent de trembler. Je n'ai jamais raconté cette histoire en entier à personne. Je n'ai jamais signalé ce que j'ai vu aux autorités. Que aurais-je signalé? Une communauté pratiquant un rituel ancien. Des gens portant des masques et chantant dans des chants qui leur appartiennent. Rien de ce que j'ai vu n'était illégal, même si tout était mal. Mais 6 mois après avoir quitté la vallée, j'ai reçu une lettre à ma nouvelle adresse, transmise par des canaux que je ne peux pas retracer. À l'intérieur se trouvait une seule page avec un message manuscrit, « Ton nom a été prononcé à la pierre. Le troupeau t'a marqué comme témoin. Quand le moment viendra, tu sauras ce que cela signifie. » J'ai essayé de retourner dans cette vallée une fois, en empruntant le même itinéraire, en suivant les mêmes routes. Le tournant n'existe plus. Le chemin de terre a disparu. Quand j'ai demandé dans la ville la plus proche à propos des familles de cette vallée, les gens m'ont regardé avec confusion. Aucune famille là-bas, ont-ils dit. Aucune vallée avec 5 fermes, juste de la nature sauvage et un terrain montagneux, trop accidenté pour s'y établir. Mais j'ai le symbole gravé sur la porte de mon camion. J'ai la lettre dans le tiroir de mon bureau. Et parfois, la nuit, j'entends un chant dans une langue que je ne connais pas, porté par un vent qui ne vient d'aucune direction. Et je me demande quand le troupeau m'appellera à revenir dans un endroit qui, apparemment, n'a jamais existé. Pour témoigner de ce qu'ils ont besoin de voir ensuite. Voilà ce qui m'est arrivé dans l'Idaho, dans une vallée qui n'apparaît pas sur les cartes, parmi des gens qui servent quelque chose de plus ancien que leur ferme, plus ancien que leur famille, peut-être plus ancien que les montagnes elles-mêmes. Ils l'appelaient le troupeau. Mais je pense que le troupeau n'a jamais concerné le bétail. Je m'appelle Ava et j'ai passé 6 mois dans une cabane de recherche dans les montagnes Cascades à étudier ce que les scientifiques appellent la communication des plantes, mais que la plupart des gens considèrent comme de la pseudoscience. J'ai un doctorat en botanique de l'Université de Californie à Berkeley. J'ai publié des articles dans des revues scientifiques à comité de lecture. Je ne suis pas sujette aux élans d'imagination ou à la pensée surnaturelle. Ce qui m'est arrivé dans cette cabane ne peut être expliqué par ma formation, mon éducation ou ma compréhension du fonctionnement du monde naturel. La cabane était située au bout d'une route forestière qui n'avait pas été entretenue depuis des décennies, à 24 km de la surface goudronnée la plus proche, accessible uniquement par un véhicule tout-terrain pendant les mois d'été. Mes recherches portaient sur les signaux électriques entre les plantes, la manière dont elles communiquent le stress et les avertissements par des réseaux mycorhiziens souterrains. J'avais besoin d'isolement pour mener des expériences sans interférence électromagnétique de la civilisation. Et cet endroit était parfait. L'installation était simple, des panneaux solaires pour l'électricité, un système de collecte d'eau de pluie,
un téléphone satellite pour les urgences et une radio amateur comme moyen de communication de secours. La radio était ancienne, probablement des années 1970, mais elle fonctionnait. Je l'ai testée le premier jour, j'ai confirmé que je pouvais joindre un poste de rangée à 48 km de distance, puis je l'ai éteinte. Je n'avais pas besoin de distraction. La première semaine s'est déroulée dans la solitude productive que j'avais anticipée. J'ai établi mes parcelles d'études, planté des capteurs et commencé à collecter des données de base sur les pins lodgepole et les sapins douglas entourant la cabane. Le travail était méticuleux et absorbant. Je passais 12 heures dans la forêt, je rentrais épuisé, je mangeais quelque chose de simple et je m'effondrais dans le sommeil. C'est la 8e nuit que la radio s'est allumée toute seule. Je me suis réveillé avec des parasites remplissant la cabane, ce bruit blanc familier des fréquences vides. À moitié endormi, j'ai supposé que j'avais oublié de l'éteindre correctement et j'ai tendu la main pour l'éteindre. Les parasites se sont arrêtés immédiatement, mais quelque chose dans le motif est resté dans mon esprit. Ce n'était pas aléatoire. Il y avait un rythme, presque comme un discours enfoui sous les interférences. J'ai regardé ma montre. 2h47 exactement. J'ai fait une note dans mon journal de recherche, une habitude acquise après des années de formation scientifique. Tout documenté, même si cela semble sans importance. Puis je me suis rendormi. La nuit suivante, cela s'est reproduit. 2h47 précisément. La radio s'est activée, a rempli la cabane de parasites pendant 16 minutes, puis s'est éteinte à 3h03. Cette fois, j'étais éveillé pendant toute la durée, écoutant attentivement. Les parasites portaient définitivement des motifs, des montées et des descentes qui suggéraient un langage, mais déformé au-delà de la reconnaissance. Je les ai enregistrés sur mon téléphone, pensant que je pourrais analyser l'audio plus tard. La 3e nuit, je me suis assise devant la radio à 2h45, l'observant, attendant. À 2h47, le haut-parleur a crépité sans aucune activation visible. Le cadran n'avait pas bougé. L'interrupteur d'alimentation était toujours en position éteinte. Pourtant, les parasites se sont déversés, et cette fois, j'ai entendu quelque chose en dessous. Des nombres. Quelqu'un ou quelque chose comptait à rebours dans une langue que je ne reconnaissais pas. Je devrais expliquer que je parle couramment l'anglais et l'espagnol, que je suis conversationnel en français et que j'ai des connaissances de base en allemand et en latin pour les articles scientifiques. Ce n'était aucune de ces langues. Les mots étaient aigus, gutturaux, structurés de manière à faire mal à entendre, mais le motif numérique était clair, comptant à rebours à partir de ce qui semblait être 100. J'ai commencé à documenter de manière obsessionnelle, chaque nuit le même phénomène. De 2h47 à 3h03, des parasites contenant un compte à rebours. J'ai essayé de déconnecter la radio de sa source d'alimentation. Elle s'est quand même activée. J'ai essayé d'enlever les piles. Les parasites ont continué. J'ai finalement enveloppé toute la radio dans du papier aluminium et l'ai enfermée dans une boîte de rangement en métal. Je pouvais toujours l'entendre, étouffée, mais persistante, comptant à rebours à travers le métal et l'isolation. Mon équipement de recherche a commencé à mal fonctionner le 12e jour. Les capteurs que j'avais plantés pour mesurer les signaux électriques dans les racines des plantes ont commencé à afficher des lectures qui n'avaient aucun sens physique. Des pics de tension qui auraient dû griller les instruments délicats. Des motifs dans les données qui ressemblaient à des ondes sinusoïdales mais se répétaient à des intervalles correspondant aux parasites de la radio. Mes plantes répondaient à quelque chose, mais pas à ce que je faisais. Je suis sorti vérifier les parcelles d'études et je me suis arrêté net au bord de la clairière. Les plantes s'étaient réarrangées. Ce n'est pas la bonne façon de le dire, car les plantes ne bougent pas. Mais les nouvelles pousses, les tiges et les feuilles qui étaient apparues au cours de la semaine précédente s'étaient orientées en motifs géométriques. Pas le chaos naturel de la végétation forestière, mais des formes délibérées, des cercles à l'intérieur de triangles à l'intérieur de carrés, se répétant sur toutes mes zones d'étude. Je suis une scientifique. J'ai cherché des explications, expositions inhabituelles à la lumière, réponses gravitropiques, un type de signalisation hormonale que j'aurais manqué. Mais rien dans ma formation ne couvrait les plantes créant de la géométrie pendant la nuit, se coordonnant entre des dizaines d'individus séparés pour former des symboles qui ressemblaient presque à une langue écrite. Le compte à rebours de la radio a atteint ce que j'avais calculé être le nombre 50 le 20e jour. Je l'avais suivi, traduisant les mots inconnus en valeurs numériques en fonction de leur position dans la séquence. À ce rythme, il atteindrait 0 dans 50 jours. Je ne voulais pas être là quand cela arriverait, mais j'étais sous contrat pour 6 mois de collecte de données,
et mon financement dépendait de l'achèvement de l'étude. Le 30e jour, j'ai fait une randonnée jusqu'à l'ancienne tour de guet contre les incendies qui se dressait sur une crête à 5 km de ma cabane. La structure avait été abandonnée depuis les années 1980, jugée inutile après que la surveillance par satellite soit devenue standard. Le bâtiment était verrouillé, les fenêtres brisées, le plancher pourri par endroits. Mais quelque chose m'y a attiré. Un sentiment qui n'a pas sa place dans la méthodologie scientifique, mais que je ne pouvais ignorer. La porte n'était pas seulement déverrouillée, mais ouverte, oscillant doucement dans le vent. À l'intérieur, j'ai trouvé un équipement qui n'aurait pas dû être fonctionnel. Du matériel radio, des stations de surveillance, des ordinateurs avec des écrans affichant des données dans des formats que je reconnaissais, mes données. Les mêmes lectures électriques que j'avais collectées auprès de mes plantes, affichées en temps réel sur des machines qui n'avaient aucune source d'alimentation dans un bâtiment abandonné depuis 40 ans. J'ai touché l'un des claviers et les écrans ont changé, montrant non pas mes données actuelles, mais des projections, des prédictions de ce que mes recherches découvriraient. Des graphiques de réseaux de communication végétale qui s'étendaient bien au-delà de ma zone d'étude, englobant toute la forêt, peut-être toute la chaîne de montagnes. Des modèles mathématiques de la manière dont l'information voyageait à travers les systèmes racinaires et les connexions fongiques, mais aussi à travers autre chose. Quelque chose que les modèles appelaient « substrat zéro ». Le matériel radio de la tour s'est activé sans que je ne le touche. Les mêmes parasites que j'avais entendus chaque nuit pendant un mois, mais plus clairs ici, moins déformés. Le compte à rebours a continué, mais cette fois, j'ai entendu des informations supplémentaires sous les nombres. Des coordonnées, longitude et latitude, mais aussi un troisième nombre que je ne reconnaissais pas. Peut-être la profondeur, ou l'altitude, ou quelque chose d'entièrement différent. J'ai passé mon doigt le long de la liste de coordonnées affichées sur l'écran le plus proche et j'ai senti ma poitrine se serrer. Elle correspondait exactement aux emplacements de mes parcelles d'études, les parcelles que j'avais sélectionnées au hasard, ou du moins que je le pensais, en fonction de l'accessibilité et de la densité des arbres. Mais les voilà, prédéterminés sur un équipement qui datait de décennies avant mon arrivée. Le compte à rebours a atteint 0 le 72e jour. Je le sais parce que je me suis réveillé à 2h47, comme chaque nuit, et les parasites étaient différents. Au lieu de continuer la séquence, chaque appareil électronique que je possédais s'est activé simultanément. Mon ordinateur portable, mon téléphone, mon équipement de recherche, les lumières de la cabane, tout s'est allumé et a affiché la même image, un symbole. 3 cercles entrelacés formant un motif qui correspondait exactement à la géométrie que mes plantes avaient adoptée. Je suis sorti et j'ai utilisé ma lampe torche pour balayer la forêt. Ce que j'ai vu restera avec moi jusqu'à ma mort. Les arbres eux-mêmes s'étaient réarrangés. Pas les arbres individuels, mais la canopée, la manière dont les branches s'entrelaçaient, les espaces entre les troncs. Vu du sol, cela ressemblait à une forêt. Mais vu d'en haut, si l'on pouvait voir le motif, cela formerait ce même symbole. Une immense structure couvrant des hectares. La croissance nécessaire pour créer ce motif aurait dû prendre des décennies. Cela s'était produit en 72 jours, le temps de coïncider avec le compte à rebours que je documentais. La forêt avait écouté le même signal que moi, répondant à des instructions que je ne pouvais pas comprendre, se transformant en quelque chose qui ressemblait à un langage, ou peut-être était un langage écrit en bois et en feuillage. Je suis parti le lendemain matin, abandonnant mes recherches, mon équipement, 6 mois de financement. J'ai conduit hors de ces montagnes et j'ai déposé un rapport à mon université que je savais détruire ma crédibilité. Défaillance de l'équipement, ai-je dit. Corruption des données, problème de santé personnelle nécessitant un départ immédiat. Ils ont accepté ma démission du projet de recherche sans grande discussion. Les étudiants en master sont moins chers, de toute façon, mais j'ai gardé des copies de mes données, les enregistrements des parasites, les photographies des motifs géométriques dans la croissance des plantes. J'ai essayé de les analyser en utilisant tous les outils disponibles pour la science botanique. Rien n'explique ce que j'ai documenté. Les motifs sont là, indéniables, mais leur but ou leur signification reste au-delà de ma compréhension. J'entends encore les parasites parfois à 2h47. Peu importe où je suis, j'ai déménagé 2 fois, changé de ville, jeté chaque appareil électronique que je possédais dans cette cabane, cela n'a pas d'importance. Le signal me trouve. Maintenant, c'est différent. Plus de compte à rebours. Juste un ton régulier comme un signal de repérage ou peut-être un marqueur m'identifiant comme quelqu'un qui a entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre et vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. J'ai arrêté de faire du travail sur le terrain.
J'enseigne maintenant à des étudiants de premier cycle dans des cours d'introduction à la botanique. Je leur montre comment mesurer la photosynthèse et identifier les structures foliaires. Je ne leur dis pas que les plantes pourraient communiquer avec quelque chose que nous ne pouvons pas détecter, répondre à des signaux qui précèdent la compréhension humaine des ondes radio, pousser en motifs qui suggèrent une intelligence au-delà de tout ce que nos modèles de vie peuvent accommoder. La tour de guet a brûlé 3 mois après mon départ. Foudre, selon le rapport du maréchal des incendies, bien qu'il n'y ait pas eu d'orage dans la région cette semaine-là. Je pense à l'équipement à l'intérieur, aux affichages de données, aux coordonnées. Je pense à ce qui comptait à rebours et à ce qui s'est passé quand il a atteint 0. Je pense à la forêt se réarrangeant en symbole que personne ne verra à moins de regarder d'en haut. Et je me demande quel message y était écrit, et qui ou quoi était censé le lire. Je m'appelle Ava Reynolds. J'ai un doctorat en botanique. Je ne crois pas au surnaturel, mais je sais que la forêt écoutait quelque chose. Et je sais que je l'ai entendu aussi. Et je sais que ce qui a transmis ce signal le fait depuis au moins 40 ans, peut-être plus, depuis une source que je ne peux pas localiser avec aucun instrument que je possède. Voici mon récit de ce qui s'est passé dans les montagnes Cascades. Voici pourquoi je ne retournerai jamais à la recherche sur le terrain isolé. Et voici pourquoi je vérifie chaque radio que je rencontre, au cas où j'entendrais ce motif spécifique de parasite à nouveau. Le son de quelque chose comptant à rebours vers un événement que j'ai witnessed mais que je ne peux pas expliquer. Je m'appelle Hunter et j'ai emménagé dans un cottage dans le Vermont rural au printemps 2023, après ce que mon thérapeute a appelé un épisode dépressif sévère et que j'ai appelé un effondrement total de ma capacité à fonctionner dans la société normale. J'avais travaillé dans la finance à Boston pendant 7 ans, et un mardi matin, je n'ai tout simplement pas pu me forcer à aller au bureau. Je suis resté assis dans mon appartement à fixer le mur pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'un collègue vienne me voir. Le médecin m'a prescrit des médicaments et du repos, et mes parents m'ont trouvé le cottage, un endroit où je pouvais guérir en isolement et en silence. La propriété était parfaite pour quelqu'un cherchant à s'échapper, 2 hectares de pelouse envahie par la végétation, entourée de forêts de pins, une maison d'un seul étage avec juste assez de place pour une personne, et surtout, une distance par rapport à tout. La ville la plus proche était à 13 km. Ma seule voisine était une femme nommée Chloé, qui possédait la ferme adjacente, sa maison visible à travers un champ qui séparait nos propriétés d'environ 200 mètres. Pendant le premier mois, j'ai à peine vu Chloé. Je l'apercevais parfois en train de marcher de sa maison à l'une de ses dépendances, mais nous n'avons jamais parlé au-delà d'un bref signe de la main. Cette distance était exactement ce dont j'avais besoin. Aucune obligation, aucune conversation, aucune pression pour être autre chose qu'une personne essayant de se rappeler comment exister sans anxiété constante. Je passais mes journées à lire, à marcher dans les bois, à préparer des repas simples. Mon thérapeute m'appelait 2 fois par semaine pour suivre mes progrès. Je lui ai dit que je m'améliorais, ce qui était en grande partie vrai. Les médicaments aidaient. Le silence aidait. Mais je développais une nouvelle habitude que je ne lui ai pas mentionnée, car je savais comment cela sonnerait. J'avais commencé à observer Chloé. Cela a commencé de manière innocente. Je m'asseyais sur mon porche le soir avec un livre, et je remarquais Chloé en train de travailler dans son champ. Elle était là-bas avec une pelle, creusant toujours. Au début, j'ai pensé qu'elle faisait du jardinage, préparant le sol pour la plantation. Mais au fil des semaines, j'ai réalisé qu'elle ne plantait rien. Elle creusait des trous, restait debout à les regarder pendant plusieurs minutes, puis les rebouchait. Cela m'a semblé étrange, mais les gens à la campagne font des choses qui paraissent étranges aux citadins. Peut-être testait-elle le sol. Peut-être cherchait-elle quelque chose. J'ai essayé de chasser ma curiosité, mais elle continuait à attirer mon attention. Je me suis surpris à vérifier les fenêtres tout au long de la journée, juste pour voir si Chloé était dans le champ. J'ai acheté des jumelles, me disant qu'elles étaient pour observer les oiseaux. Les bois autour de mon cottage abritaient des dizaines d'espèces que je voulais observer et identifier. Cette justification a duré environ 3 jours avant que j'avoue que je les avais achetées pour observer ma voisine. À travers les jumelles, je pouvais voir des détails que j'avais manqués auparavant. Chloé travaillait dans son champ à toute heure. Parfois à 3 heures du matin, parfois à l'aube, parfois pendant la journée. Elle suivait un motif, créant des trous disposés en grille qui couvraient tout le champ sur plusieurs semaines. Chaque trou faisait à peu près la même taille, environ 90 cm de profondeur et 60 cm de large. Elle creusait,
restait debout au bord, regardant vers le bas pendant exactement 2 minutes, puis rebouchait et passait à l'emplacement suivant. J'ai commencé à tenir un journal. Je n'en suis pas fier, mais la structure de la documentation m'a donné quelque chose sur quoi me concentrer, une raison de me lever. Je notais les heures où Chloé sortait, quelle section du champ elle travaillait, combien de temps elle passait à chaque endroit. Mon journal s'est rempli d'observations écrites de l'écriture soignée de quelqu'un avec trop de temps et trop peu de but. À la 6e semaine, j'ai réalisé que je passais 8 à 10 heures par jour à observer Chloé. Je me positionnais à différentes fenêtres pour maintenir une ligne de vue alors qu'elle se déplaçait sur sa propriété. J'ai arrêté de lire. J'ai oublié de manger. L'observation était devenue la structure principale de mes journées, plus importante que le sommeil ou les soins de base. Mon thérapeute m'a demandé comment je passais mon temps. Je lui ai dit que je poursuivais un nouvel intérêt pour l'agriculture et la gestion des terres, que je faisais des recherches sur les techniques de culture. Ce n'était pas entièrement un mensonge. J'avais commencé à faire des recherches sur ce que Chloé pouvait faire, lisant sur la composition des sols, les tests archéologiques, les méthodes de préparation des terres. Rien de ce que j'ai trouvé n'expliquait son comportement. À la 8e semaine, j'ai pris une décision qui franchissait une ligne que je savais ne pas devoir franchir. J'ai attendu que la maison de Chloé s'assombrisse, jusqu'à ce que je sois certain qu'elle dormait. Puis j'ai traversé le champ pour examiner les trous qu'elle creusait. J'ai apporté une lampe torche et un mètre ruban, me disant que je menais ma propre recherche. Le champ était parsemé de dépressions rebouchées où Chloé avait travaillé. J'en ai sélectionné une près du centre et j'ai commencé à creuser, suivant le contour de la dernière excavation. La terre est venue facilement, déjà desserrée par son travail précédent. À 90 cm de profondeur, ma pelle a heurté quelque chose qui n'était pas de la terre. Je me suis agenouillé et j'ai dégagé la terre soigneusement avec mes mains. Du plastique. Un paquet enveloppé dans une bâche en plastique noir, scellé avec du ruban adhésif qui a craqué quand j'ai essayé de le tirer. À l'intérieur, il y avait des vêtements, vieux et pourris, ainsi que ceux qui semblaient être des fragments d'os. Je ne pouvais pas dire s'il s'agissait d'os humains ou animaux, mais les vêtements étaient définitivement de taille humaine, de taille adulte, une chemise en flanelle presque désintégrée par l'humidité et le temps. J'ai immédiatement recouvert le trou, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir la pelle. Quand j'ai levé les yeux, Chloé se tenait au bord du champ, immobile, me regardant. Elle tenait une pelle sur ses épaules, sa silhouette éclairée par la lumière lointaine du porche de sa maison. Aucun de nous n'a bougé. Nous étions peut-être à 15 mètres l'un de l'autre, 2 personnes dans un champ sombre, l'une qui avait creusé et l'autre qui avait découvert ce qui était enterré. Finalement, Chloé a parlé, sa voix portant clairement dans le silence de la nuit. Je te vois me regarder tous les jours, toutes les nuits. Ma gorge était trop sèche pour répondre. Je voulais courir, mais mes jambes refusaient de bouger. Je te regarde aussi, a-t-elle continué, marchant lentement vers moi. Tu crois être le seul à avoir des jumelles ? Tu crois que je ne remarque pas l'homme à la fenêtre qui me fixe pendant des heures ? Elle s'est arrêtée à 3 mètres, assez près pour que je puisse voir son visage. Elle souriait, mais ce n'était pas une expression amicale. C'était le sourire de quelqu'un qui avait attendu ce moment. Je connais ton emploi du temps, Hunter. Je sais que tu te réveilles à 8h30 la plupart des jours. Je sais que tu prends ton café sur le porche à 9h. Oui. Je sais que tu sautes le déjeuner, mais que tu dînes à 18h, généralement des pâtes ou de la soupe. Je sais que tu dors avec la lumière de la chambre allumée parce que tu as peur du noir. Je sais tout de toi parce que je t'ai observé m'observer. Elle a décrit ma vie en détail, des choses que personne ne devrait savoir. Où je rangeais mon journal, quels médicaments je prenais, le nom de mon thérapeute. Elle était entrée dans ma maison d'une manière ou d'une autre, où elle m'avait observé avec un équipement bien meilleur que mes jumelles bon marché, apprenant mes habitudes avec la même attention obsessionnelle que j'avais portée à ses mouvements. « Tu veux savoir ce que je creuse ?» a demandé Chloé, désignant le champ autour de nous. « Je ne creuse pas pour trouver quelque chose. Je vérifie. Ces trous existaient avant que j'achète cette propriété. Quelqu'un d'autre a rempli ce champ de ses secrets, et je passe mon temps à m'assurer que ces secrets restent enterrés. Et toi, voisin, tu viens de perturber l'un d'eux. » Elle s'est retournée et a marché vers sa maison, me laissant debout avec ma pelle et ma peur. Avant d'atteindre son porche, elle a appelé sans me regarder, « Rentre chez toi, Hunter. Verrouille tes portes et comprends que nous sommes pareils maintenant. Tu me regardes, je te regarde.
Nous connaissons les secrets de l'autre. Nous gardons les secrets de l'autre. C'est ainsi que les voisins survivent dans des endroits comme celui-ci. Je suis retourné à mon cottage et j'ai fait exactement ce qu'elle avait dit. J'ai verrouillé chaque porte et fenêtre. Je me suis assis dans mon salon avec les lumières allumées, sachant qu'elle pouvait me voir, qu'elle me regardait probablement. Et j'ai réalisé l'horrible vérité. J'étais devenu obsédé par l'observation de Chloé au point où ma propre vie était devenue transparente. J'avais été si concentré sur elle que je n'avais jamais remarqué que j'étais devenu l'observer. Pendant 3 nuits, ni elle ni moi n'avons dormi. Je me tenais à ma fenêtre en regardant sa maison, et elle se tenait à sa fenêtre en me regardant. 2 personnes piégées dans une surveillance mutuelle, chacune ayant peur de détourner les yeux en premier, chacune en sachant trop sur l'autre. Le 4e jour, j'ai fait mes bagages et je suis parti. Je suis retourné à Boston, j'ai trouvé un nouvel appartement et j'ai repris la thérapie avec une fréquence accrue. Quand mon thérapeute m'a demandé ce qui s'était passé, je lui ai dit que j'avais réalisé que l'isolement n'était pas bon pour moi, que j'avais besoin d'être entouré de gens à nouveau. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que je ne pouvais pas vivre en face de Chloé en sachant qu'elle était le miroir de ce que j'étais devenu. L'observation, l'obsession, la documentation de la vie d'une autre personne. Ce n'étaient pas des symptômes de son danger. C'étaient des symptômes de notre isolement et de notre souffrance à tous les deux, cherchant n'importe quel type de connexion, même si cette connexion se faisait par la surveillance et les secrets. Je n'ai jamais signalé ce que j'ai trouvé dans ce champ. Je n'ai jamais parlé à la police du paquet enveloppé de plastique ou des os, car le faire aurait nécessité d'expliquer comment je savais qu'ils étaient là. Cela aurait signifié avouer que j'avais passé 2 mois à observer obsessionnellement ma voisine, à documenter ses activités, à violer sa propriété pour enquêter sur les trous qu'elle vérifiait méthodiquement. Qui était le monstre dans cette histoire? La femme qui maintenait des secrets enterrés sur une propriété qui lui appartenait? Ou l'homme qui l'observait à travers des jumelles, qui tenait des registres détaillés de son emploi du temps, qui violait sa vie privée de manière qui l'aurait terrifié si quelqu'un les avait faites à son égard? Je pense encore à Chloé parfois. Je me demande si elle est toujours là-bas dans ce champ, creusant ses trous, vérifiant ce qui est enterré. Je me demande si elle observe toujours mon ancien cottage, cherchant le prochain occupant, la prochaine personne qui pourrait passer ses journées à fixer à travers ce champ. Et je me demande ce qu'elle a vu en moi pendant ces 2 mois. À quoi ressemblaient mes comportements de son point de vue? Un homme étrange qui ne quittait jamais sa propriété, qui apparaissait aux fenêtres à toute heure, qui pointait des jumelles vers sa maison à plusieurs reprises. Si je suis honnête, j'aurais eu peur de moi. L'horreur n'était pas ce qui était enterré dans le champ. L'horreur était ce que l'isolement et l'obsession avaient fait de nous deux. Comment nous avions transformé l'un l'autre en objet à étudier plutôt qu'en personne à connaître. Voici ce qui arrive quand on déménage à la campagne en cherchant à s'échapper. On apporte ses blessures avec soi. Et parfois, on les trouve reflétées dans les fenêtres de la maison la plus proche, nous fixant en retour à travers un champ vide.